Bonjour Ibrahima Poudjougou. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien de la chaire Yves Oltramar. Alors, Ibrahima Poudjougou, vous êtes doctorant en anthropologie. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours, ainsi que de ce qui fait l'objet de votre intérêt scientifique du moment. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi pour cette possibilité d'échanger. Effectivement, je suis en train de faire une thèse d'anthropologie et actuellement, je suis en train de travailler sur les questions liées au foncier, donc la question foncière dans le centre du Mali. Et donc, ma thèse porte sur ça, et puisque le centre du Mali se trouve dans une situation de conflit armé, donc nécessairement, comme anthropologue, mais aussi surtout comme ethnographe, je ne peux faire sans les conflits. Donc, ce qui fait que, à la fois, mon rapport aux questions foncières est aussi un rapport au conflit, donc au conflit foncier en contexte de conflit armé. Donc ça, c'est un peu la chose autour de laquelle, depuis 2016, je travaille plus ou moins. En termes de parcours, je suis arrivé au Maroc en 2010, après un bac. J'avais obtenu une bourse de l'État malien pour faire une formation en langue et littérature. Et puis ensuite, je me suis spécialisé en tourisme, en quelque sorte, tourisme et patrimoine. Et de là, j'avais l'ambition de faire une thèse d'anthropologie, et les choses ne correspondaient pas parce que le tourisme est plus un métier, pas une discipline. Et donc, c'est là où j'ai été voir Mohamed Touzi, d'ailleurs, qui est invité dans ces jours-ci. On a échangé, il m'a encouragé plutôt à faire un master d'anthropologie avant de passer en thèse. Donc, voilà comment j'ai intégré un master qui s'appelle COSME, Analyse comparée des sociétés méditerranéennes, qui était basée à l'école de gouvernance de Rabat, où on avait une chaire d'études africaines comparées que Jean-François Bayard dirigeait. Et donc, c'est un peu, surtout à l'intérieur de cette école de gouvernance, qu'est mon intérêt pour le foncier, mais aussi pour cette partie du Mali, et de l'étudier dans une approche beaucoup plus ouverte dans le sens où n'est pas faire une approche disciplinaire assez fermée, parce que dans le travail que je fais, il y a une certaine dimension de l'étude du politique, aussi une certaine dimension du rapport aux faits historiques, parce que le foncier est avant tout un objet politique, mais aussi un objet d'histoire. Donc voilà un peu, oui. D'accord, mais s'agissant de travailler dans un contexte de terrorisme, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face au cours de votre parcours de recherche? Oui, il est vrai que c'est assez compliqué de faire de travailler dans un contexte de conflit armé, surtout quand on est anthropologue, parce que l'un des piliers même du travail consiste à faire de l'ethnographie, donc à être sur place, à voir les gens, à observer les choses, à échanger avec eux. Et dans ce cas-là, effectivement, au début, j'avais assez d'hésitation. Quand je commençais la thèse, le conflit n'était pas... En fait, on le sentait venir en quelque sorte. On savait que les choses se déplaçaient du nord du Mali et que le centre du Mali aussi allait s'embraser bientôt, mais ce n'était pas vraiment entré en ébullition comme ça l'est maintenant. Et donc, j'ai commencé à fréquenter le terrain de cette façon, et certaines des personnes que j'avais connues et commencé à interroger à l'époque, qui étaient parfois des, comment on appelle ça, des responsables de l'association des jeunes, ou parfois des directeurs d'école,
ou des gens qui appartenaient au comité scolaire villageois sont plus ou moins, pas tous, mais certains aujourd'hui font partie des mouvements qui ont réagi au djihadisme. C'est-à-dire que une fois que la situation a commencé à se détériorer dans le centre du Mali, ce qui s'est passé, c'est que euh, les forces de l'État se sont plus ou moins repliées vers les grandes villes. Donc les villages se sont retrouvés isolés et sans appui sécuritaire. Et ce sont donc les gens dans ces villages-là qui se sont mobilisés et qui ont pris des armes, qui ont formé des groupes d'autodéfense. Donc certains de mes interlocuteurs, connus peut-être quelques mois ou une année avant, sont devenus des gens d'autodéfense, donc qui combattent en quelque sorte contre les djihadistes. Et d'ailleurs, mon regard sur le conflit est beaucoup plus un regard qui part de cette partie-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les djihadistes auxquels je ne peux pas accéder. Et de l'autre côté, il y a les mouvements eux, ils préfèrent être appelés autodéfense plus que milices, qu'on qualifie des milices. Donc, j'ai beaucoup plutôt un accès de l'autre côté-là. Et ce que je fais, c'est de comprendre comment, dans une situation d'absence d'autorité, ces gens-là créent la légitimité pour eux-mêmes et comment ils gèrent les affaires au quotidien. Donc ça, c'est un peu un point. Et l'autre aspect, c'est que donc, pour accéder à un environnement de ce type, on n'a jamais on n'a jamais l'assurance qu'on peut aller et revenir. On sait qu'on peut aller, mais les choses peuvent vraiment dégénérer d'un moment à l'autre. Donc, ce que je mobilise comme ressources pour pouvoir accéder d'abord à ces zones, à ces localités, sont d'abord les réseaux familiers parfois. Dans la majorité des cas, ce qui me permet d'accéder à ces villages, c'est que j'ai un nom de famille qu'on peut facilement identifier comme appartenant à la zone. Donc, on ne me sent pas, en fait, quand j'arrive, je ne suis pas tout de suite senti comme un étranger. Donc ça, c'est un premier élément. Et le fait qu'il y a cela, il y a aussi l'élément linguistique. Le fait de, quand, par exemple, il est très fréquent que lorsque vous quittez un village et vous partez vers un autre, en cours de route, quelqu'un peut sortir avec une calache à tout moment et puis vous arrêtez, vous demandez qui êtes-vous, d'où venez-vous et où est-ce que vous partez. Donc, une fois qu'on réussit généralement à répondre à ces questions, dans le d'où viens-tu, il y a nécessairement par exemple, toute la famille. Donc, quand je dis que je viens de tel village, de telle famille, là, il y a une identification. Je vais dans tel village et pour telle chose. Donc, bon, ça facilite. Maintenant, si on ne réussit pas à répondre à ces questions, ça peut être assez compliqué. Maintenant, ça, c'est dans la circulation normale dans les villages. Pour ce qui est de l'accès aux combattants et même, par exemple, parce que c'est vrai que mon travail ne se focalise pas seulement sur les combattants, mais ils font partie des gens auprès desquels je mène mes recherches. Et avec les combattants, par exemple, c'est surtout donc cette première connaissance, mais aussi un certain, je ne sais pas si on peut appeler ça compromis, dans le sens où j'arrive, j'explique ce que je fais, et ma façon de m'introduire est beaucoup plus orientée vers quelqu'un qui écrit l'histoire du présent. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer, que ce que je fais, c'est de documenter ce qui est en train de se passer, afin que, à la fois pour nous, mais aussi peut-être pour d'autres qui arriveront après nous, qu'ils sachent que, bon, à un moment donné, il y a eu tel ou tel fait, et ces faits-là ont été gérés par telle ou telle personne et de telle ou telle manière. Donc cela facilite un peu l'accès à ces environnements, bon, où parfois, par exemple, il y a des fois où on te dit, OK, tu peux arriver, mais tu ne peux rester que 2 jours. Donc pendant ces 2 jours-là,
voilà, bon, c'est des entretiens parfois de 4 heures, on se repose, on mange, on reprend encore l'après-midi. Et bon, donc on fait comme ça et puis on prend encore d'autres rendez-vous. Donc voilà un peu si ça répond. En tout cas, oui, les conditions ne sont pas... Ce sont les conditions d'un village et il faut peut-être aussi, dans la plupart des cas, éviter de paraître très halogène, même si on n'est pas nécessairement autochtone du moment où on ne vit pas réellement dans le village. Mais il faut, en fait, ce que je fais, c'est quand même que certaines, par exemple, les conditions dans lesquelles ils vivent, si je suis avec eux, je vis dans ces conditions-là. Bon, on peut dormir sur une crête ou dormir dehors sur une natte. Bon, oui, ils vivent comme ça et voilà. Donc, et puis surtout, eux aussi les mettre à l'aise en fait pour qu'ils ne se gênent pas d'imaginer que j'ai besoin d'autre chose. Donc, bon, voilà un peu comment je négocie plus ou moins les temps de présence dans ces... Oui. Ce terrorisme qui fait partie de votre champ d'études est aussi appelé djihadisme. Oui. Mais la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la part de religion dans ce djihadisme. La part de la religion, elle a certainement sa part, dans le sens où elle est l'objet qu'on utilise pour mobiliser d'une certaine façon. Du côté de, par exemple, dans le cas du centre du Mali, on a mis en avant une certaine manière de vivre la religion qu'on va peut-être appeler, qui va un peu vers un certain mode de vie qui désintéressé, par exemple, des choses de la vie courante, mais focalisé sur une certaine spiritualité, un certain mode de vivre qui est parfois vu et vécu comme compatible avec le nomadisme. C'est-à-dire que bon, je n'ai pas nécessairement besoin d'attache ni dans un village ni autre. Je suis plutôt, mon idéal se tourne vers Dieu en quelque sorte, et puisque par exemple une partie aussi des populations qui se sont retrouvées embarquées dans ce djihadisme-là, soit par attirance, d'autres par nécessité, d'autres par la force aussi. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une dimension idéologique des gens qui sont engagés dans le djihadisme? Cela est une autre question parce que d'abord, cette région, historiquement, est aussi une terre de djihad, dans le sens où, au 19e siècle, il y a au moins 2 djihads qui se sont succédés. Il y a un empire théocratique, l'empire du Massina, fondé par le djihad, par Sékou Amadou au 19e siècle, combattu par El Hadj Oumar Tall, aussi au nom du djihad. Donc ça, c'est d'abord un élément historique de la zone qui aussi, en fait, qui résonne pour certains. Donc quand on parle de djihadisme, quand on parle de l'idée d'un État à fonder, d'un État théocratique, d'un État dirigé selon les principes de l'islam, ça résonne dans certaines mémoires. Donc il y a des personnes qui sont... et l'autre aspect, c'est aussi que, par exemple, le métier des armes est aussi un métier qui a une certaine, on va dire, une certaine attractivité, parce que ça permet parfois à des gens qui sont à la marge de pouvoir se mettre au centre et d'attirer l'attention. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une compatibilité idéologique, je vais dire, ou plutôt un endoctrinement idéologique d'Al-Qaïda, c'est-à-dire que celui qui se bat au centre du Mali n'est pas nécessairement influencé par le théoricien d'Al-Qaïda, par exemple. Il n'a peut-être même pas lu le texte coranique, ou il ne prie même pas parfois. Mais il y a la dimension historique donc, de la référence aux empires passés, qui ont aussi été des empires. Donc je parlais de Sékou Amadou Bari, donc il est
Il y a aussi El Hadj Oumar Tall. Donc ces deux-là sont des empires, on va dire des trames, en tout cas fondées par des gens qui appartenaient à un groupe spécifique. Et ces groupes-là, donc il y a un peu ces résonances-là qui reviennent. Maintenant, est-ce que l'enjeu de ce terrorisme, djihadisme, est la volonté de domination en fait, une domination idéologique? C'est là, je ne pense pas, parce que le contexte dans lequel ils se sont installés, c'est que les raisons pour lesquelles le conflit a émergé font croire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont poussé les gens à s'armer et à combattre. Et dans ce cas-là, le terrorisme ou le djihadisme, en fait, opère beaucoup plus comme des éléments, comment on appelle ça, comme si c'était des facteurs à la fois d'armement et d'accès à des ressources. Le cas d'Al-Qaïda, il y a le cas des liens avec Al-Qaïda, par exemple, il y a le groupe de soutien aux musulmans dirigé par Iyad Agali, qui est un Touareg malien, qui a une section dans le centre du Mali qui s'appelle la Katiba Massina. Donc, le fait de s'identifier à un groupe donné permet d'accéder à des réseaux. Et plus tard, il y a aussi un autre groupe qui est né, qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara. Bon, avant, c'était Moujao. Moujao a été démantelé, donc on crée Al-Qaïda au Grand Sahara, parce que, comment on appelle ça, l'État islamique au Grand Sahara, parce qu'effectivement, mais en ce moment-là, l'État islamique a une capacité à la fois des financements, mais aussi d'approvisionnement en armes. Et il n'est pas loin, il est en Libye, donc c'est plus facile. Donc c'est beaucoup plus le recours, par exemple, à ces appellations. Donc je vais dire, où je suis d'Al-Qaïda, où je suis de l'État islamique, ça relève beaucoup plus des logiques d'accès à des ressources pour faire la guerre. Maintenant, est-ce qu'on fait la guerre pour une idéologie? C'est là, je dirais que c'est une autre question. Ouais. Pour venir maintenant à la source de ce djihadisme au Mali, pensez-vous que la naissance de ce djihadisme-là est due à l'inadaptation congénitale de l'État malien par rapport aux sociétés locales, ou plutôt que ce djihadisme-là est le fruit de l'impuissance de l'État malien à satisfaire les besoins et les revendications des populations? Alors, il est peut-être difficile de parler en termes d'inadaptation de l'État, ou en fait d'inadaptation congénitale. Donc, ce serait de considérer que les sociétés maliennes ne sont pas des sociétés capables à être insérées dans le cadre d'un État, ou que la forme de l'État au Mali, en fait, la forme actuelle de l'État n'est pas compatible. C'est-à-dire que l'État pensé comme on le voit un peu partout, n'est pas compatible avec les sociétés maliennes. Je crois que ce serait un peu mal connaître aussi comment ces sociétés-là sont en demande d'État. Alors, ils sont en demande d'État dans le sens où, si vous prenez la question de ce djihadisme au Mali, d'abord, ce n'est pas nécessairement un djihadisme qui remet en cause la forme de l'État. Certainement, sa forme laïque, oui, ça c'est laïque, républicain et tout ça, démocratique, ça c'est, oui, ça ce sont des éléments que le groupe djihadiste, peut-être par principe, rejette. Mais ce qui, par exemple, d'ailleurs, en revenant un peu en arrière, beaucoup de Maliens vont te dire que ce qui a sauvé l'État malien des dislocations en 2012, c'était la présence des groupes djihadistes.
parce qu'on était dans une dynamique où il y avait un mouvement armé indépendantiste qui demandait le partage du pays en deux, et ils se sont trouvés en fait avec une armée désorganisée qui a dû laisser la place, et ce sont les djihadistes qui ont combattu en quelque sorte les indépendantistes en disant que nous, on n'est pas dans la logique de bon, l'État malien est comme ça, il faut la diviser et tout ça. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, ce qui est peut-être encore beaucoup plus, disons, beaucoup plus qui va dans la substance d'une certaine façon, surtout dans le contexte où je travaille, qui est le cas du centre du Mali. Ce n'est pas nécessairement... En fait, les sociétés ne sont pas en train de rejeter l'État. Demandent plutôt à l'État de s'assumer, donc d'être ce qu'il a pu être pendant un certain moment et qu'il a cessé d'être depuis un temps. C'est-à-dire que les sociétés se sont retrouvées avec, quand on a fait le passage, par exemple, on est passé d'un État, on va dire autoritaire, oui, parce que un État militaire qui était présent, et il y avait aussi quand même un certain mystère autour des agents d'État et puis toutes ces choses-là. À un certain moment donné, ces sociétés-là se sont retrouvées avec des questions non résolues. Donc l'État malien, pendant 60 ans, peut-être le premier régime socialiste avait commencé, par exemple, à travailler sur la question agraire. Il y avait une réforme agraire qui était envisagée. Et puis, bon, certainement, là, il y avait aussi... Cette réforme avait en son sein un problème. Parce qu'il faut considérer que tout système foncier, donc tout système d'organisation ou d'allocation, d'appropriation de la terre, est aussi un système de gestion des pouvoirs. Parce que c'est à partir de là que si je suis, par exemple, en fonction de comment je m'approprie la terre, je peux je peux détenir un certain type de droit ou on peut me nier un certain type de droit. Donc, ce premier État malien, donc l'État socialiste de Modibo Keïta, a beaucoup plus imaginé la question foncière, par exemple, en termes agricoles. Et l'élément agricole signifie mettre de côté une certaine partie de la population à qui on ne peut pas non plus nier l'accès à la terre, par exemple. Donc ça, c'est un premier fait. Dans cette zone du centre du Mali, lorsque les empires que j'ai évoqués, donc l'empire Peul du Massina, s'étaient installés, la première des choses qu'ils ont fait, c'était de réformer le système foncier. Et dans cette réforme du système foncier, cet État avait donné pratiquement la quasi-totalité du contrôle des terres aux populations dont l'occupation était le levage. Ces populations-là ont été sédentarisées par l'Empire. Parfois, ils étaient nomades. On les a sédentarisés. On les a donnés, on a fait une distribution des terres. Et c'était donc à ces chefs, donc il y avait des chefs de terre, c'était à eux d'organiser à la fois l'agriculture et la pêche, en plus de l'élevage. Mais l'élevage restait l'activité principale de l'Empire en quelque sorte. Donc le système de production de l'Empire se base sur l'élevage. Si tu viens dans cette même localité et tu imposes l'agriculture comme le mode de production de l'État, en fait, il y a contradiction. Il y a des gens qui peut-être avaient des positions de pouvoir, ils vont le perdre désormais. Donc ça, c'est un premier fait qui relève de la façon dont l'État s'est approché à la question de la terre. Donc une fois qu'on a eu ce moment-là, après, il y a eu un long moment d'inactivité où on n'a pas vraiment réformé le système foncier. On a fait, il a fallu attendre pratiquement jusqu'aux années 2000 pour qu'on propose un nouveau système, en fait une réforme de la loi foncière. Maintenant, le passage à la démocratisation dans les années 90
a aussi apporté ces problèmes dans le sens où l'État s'était installé dans une sorte de, on va dire, de laisser ce qu'on appelle les autorités coutumières locales gérer les questions de la terre. Et parfois, les populations se sont retrouvées dans, par exemple, le chef des terres a le contrôle à la fois des parcours, il a le contrôle des terres de culture, il a le contrôle des mares de pêche. Ça, c'est dans la zone donc dans la région de Mopti, et puis aussi une partie de Ségou, donc qu'on appelle le centre du Mali. Ce chef des terres, il a ses troupeaux qu'on va paître sur les parcours. Il y a aussi les autres, il y a les troupeaux du delta. C'est parce que ça, on est dans une zone inondée du delta intérieur du Niger. Donc, il y a les troupeaux des populations qui sont deltaïques, qui peuvent accéder au parcours. Maintenant, toutes les personnes ou tout propriétaire de troupeau qui se trouve en dehors de cette zone du delta, pour accéder à ces parcours, il doit payer une sorte de taxe d'entrée. Donc, le chef de terre prélève soit en nature, donc en termes en nombre de têtes. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, l'équivalent. On va dire que bon, si tu viens avec 20 têtes, je prélève un veau et puis le temps que tu restes et après tu repars. Donc mais cela est un système en fait hérité de l'Empire Peul du Massina. Parce que c'est lui qui avait fait la redistribution des terres et puis placé certaines familles aristocratiques Peul à la tête des différentes localités. Donc on appelle cette division Lady. Lady, c'est le terme local qui le qualifie. Alors, ce système-là est resté, donc on a fait pratiquement jusqu'aux années 2000, ça a fonctionné. Sauf que les gens qui sont restés à la marge, ou d'autres personnes qui n'investissaient pas nécessairement dans le bétail, ont ensuite commencé à acquérir des têtes qui ne sont pas deltaïques. Et ils ont besoin d'accès à la terre. Ils ont besoin que le bétail puisse arriver dans cette zone et accéder au parcours. De négociation en négociation, bon, souvent ça a fonctionné, d'autres fois, parfois, quand il y a des problèmes, quand ils se retrouvent devant la justice, bon, le juge, parfois, il est plus en fait, la vérité est du côté de celui qui paye le plus, puisque le chef des terres, il a quand même assez de ressources. Donc, il y a ces choses-là qui ont frustré une grande partie des gens dans le centre du Mali, que ce soit des Peuls ou d'autres populations qui ont des têtes ou parfois même, ça peut en fait, le bétail est à la fois, comment on appelle ça, une sorte de, bon, c'est un investissement. Donc je peux être fonctionnaire par exemple et puis investir dans le bétail. Et après, si, bon, je n'ai pas accès à la terre, ça soulève encore d'autres questions. Donc, dans ce cas-là, ce sont plutôt des questions pour lesquelles les populations sont en train d'attendre l'État. Donc, ils attendent l'État. Il n'y a pas, donc, on ne peut, à mon avis, il serait difficile de parler en termes d'incompatibilité congénitale. Donc, que les sociétés maliennes sont des sociétés essentiellement non étatisables en quelque sorte. Je crois que ça, ce serait assez compliqué à tenir. Et d'ailleurs, c'est que la situation actuelle démontre, c'est surtout que dans les zones qui sont sous domination djihadiste, je prends le cercle de Koro, mais aussi une partie du cercle de Douanza ou de Bankas dans le pays d'Ogon, et un peu plus dans le centre, par exemple, certaines localités dans le cercle de Djenné ou dans le cercle de Massina, où
dans ces zones où même dans le cercle de Nyono aussi, ça c'est un peu à Ségou, dans la région de Ségou, où les djihadistes en fait, ont conclu des accords avec les locaux, puisque l'État n'est pas là. Donc, ils combattent le plus souvent avec les gens des autodéfenses. Et dans certains cas, on a réussi à les mettre ensemble pour faire des accords. Après, est-ce qu'on peut les appeler accords ou pas? Ça, c'est d'autres. Mais dans ces zones-là, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a établi les accords, la première des choses que les djihadistes ont fait dans ces zones, c'est en fait, de procéder à quelque chose qui ressemble à une sorte de réforme foncière. Parce que ils ont comment on appelle ça? On va dire réorganisé les systèmes fonciers en disant que voilà, les terres de parcours vont commencer ici jusqu'à tel endroit. Par exemple, dans la zone de Koro, dans certains villages, ils ont dit, bon, les terres de culture ne doivent pas excéder les 1 km du village. Tout le reste devient pâturage. Et puis, sur les récoltes, désormais, il va falloir qu'on paye quelque chose à la caisse. Bon, est-ce que c'est un État djihadiste qui se forme ou pas? Ça, c'est peut-être... Mais en tout cas, oui, je n'irai pas, par exemple, dans la négation d'une possibilité d'État pour les sociétés maliennes. Et d'ailleurs, pas seulement maliennes, dans toute cette localité aujourd'hui, malgré les questions qu'on pose, en fait, qui ont lien avec les frontières et tout ça, un Malien se dira Malien, même si, qu'il se trouve au Niger, au Burkina, ou en Côte d'Ivoire, ou un jeune Ivoirien de père malien migré en Côte d'Ivoire se dira Ivoirien, il ne va pas se dire Malien. Donc, malgré ces choses-là, je pense que la notion et le principe de fonctionnement de ces sociétés, aujourd'hui, ne peuvent être, en fait, il serait difficile de concevoir le fonctionnement de ces sociétés en dehors du système étatique. Tout de suite, lorsque cette crise de violence s'est manifestée au Mali, la réponse des États sahéliens du Mali et même des États de la communauté internationale était d'apporter une réponse militaire au problème malien, qui n'est manifestement pas semblable aux autres problèmes de terrorisme que l'on voit partout dans le monde. Quelle analyse faites-vous de cette réponse militaire-là? Alors, peut-être qu'au premier moment, la réponse militaire avait sa place, dans ce sens que l'État malien, les forces armées maliennes se sont retrouvées débordées à partir de 2012 au nord du Mali. Et il y avait une certaine menace que tout le pays soit pris. Alors, est-ce que tout le pays allait être pris? Ça, c'est aussi une autre question parce que c'est pas sûr que ceux qui faisaient la guerre au nord étaient intéressés à prendre tout le pays. Mais bon, ça c'est... Mais en tout cas, donc, en ce moment-là, la réponse militaire avait sa place parce que ça permettait au moins de stabiliser un peu la situation, de calmer les choses et ensuite de passer à un pas ultérieur qui allait être les négociations de paix. Mais dans ce cas-là, c'était pas nécessairement les accords, c'était beaucoup plus avec les indépendantistes. Donc, ce qui est sorti des indépendantistes quand le djihadisme, ou en tout cas certaines personnes se sont présentées comme des djihadistes, et d'ailleurs c'est assez compliqué parce que ce qui s'est passé, celui qui dirige la représentation locale de Al-Qaïda est un indépendantiste. Il était indépendantiste depuis les années 90, et puis bon, ensuite, peut-être qu'il a vu que l'indépendantisme payait moins et que dans le djihadisme, il y a plus d'avenir, donc il s'est engagé dans le djihadisme. Donc, en ce moment-là, la réponse militaire avait sa pertinence d'une certaine façon.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une fois qu'on a stoppé, par exemple, l'avancée de ces groupes vers disons vers Bamako, comme on aime le dire, même s'ils étaient à pratiquement 700 km de Bamako. Et une fois qu'on a arrêté l'avancée, il y a eu une sorte d'incompréhension. Incompréhension d'un côté parce que les Maliens, en ce moment-là, c'était l'opération Serval qui était là. Les Maliens se sont sentis un peu trahis du fait que dans la libération des régions occupées par les djihadistes, il y a une région spécifique où l'armée française n'a pas voulu que les Maliens l'accompagnent, que l'armée malienne l'accompagne pour le cas de la ville de Kidal. Donc ça, les Maliens ont pris ça comme déjà une sorte d'incompréhension, voire même de trahison. Et après Kidal, la question indépendantiste, on est allé vers des accords. 2015, on a réussi, c'est bon. D'abord, on était à Ouagadougou, après, ils ont transféré les négociations à Alger, et puis on a fait un accord. Question indépendantiste, plus ou moins, on est rentré dans la phase de discussion. En ce moment-là, quand on était en train de faire ça, certains groupes djihadistes qui ont été un peu... Alors, on les a dispersés. Donc, on a peut-être détruit les bases au nord, mais les éléments étaient là. Donc, est-ce que c'est les bases qui font la guerre ou plutôt les combattants eux-mêmes? Donc, c'est certains de ces gens-là qui se sont réorganisés, par exemple, pour aller vers d'autres endroits. Maintenant, quand le problème a commencé à glisser vers le centre du Mali, on ne savait pas, parce que l'armée, par exemple, pour l'armée malienne, c'était bien que les Français n'interviennent pas, ou même la mission de l'ONU n'intervienne pas dans le centre. Comme ça leur donnait la possibilité de... Mais ils n'étaient pas en même temps capables d'occuper ce terrain-là. Donc, bon, les groupes ont continué plutôt à se multiplier, et puis à recruter les gens. Au nord, la situation n'a pas vraiment changé, parce que même si symboliquement l'État est présent, bon, il n'a pas de contrôle. Donc, la réponse militaire, à la fin, peut-être que devait être suivie vraiment d'actions concrètes en termes Oui, alors, dans le centre du Mali, oui. Mais dans le cas du nord, par exemple, je pense que c'était beaucoup plus sur d'autres questions. Par exemple, je sais que pour le centre du Mali, la question de la justice, la question, donc justice aussi en lien avec la question foncière, a été... On a tout mis ça, en fait, on a placé tout ça sous le label de djihadisme. Et ça a empêché d'abord aux Maliens de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que si mon voisin, du jour au lendemain, prend des armes et commence à m'attaquer, certainement, ce n'est pas nécessairement une question de djihad, c'est qu'il y a quelque chose entre nous. Et au lieu en fait, on n'est pas allé dans cette lecture-là. Et parfois ils ont été aussi empêchés. Parce que en 2019, je crois, 2017 aussi, il y avait des concertations nationales et on avait demandé d'échanger. En fait, les concertations nationales demandaient à l'État d'engager des négociations avec les djihadistes maliens. Puisque c'est vrai qu'il y a des étrangers, mais aujourd'hui, 80 à 90% du contingent djihadiste, ce sont d'abord des Maliens. Donc, avec ces gens-là, il faut discuter, il faut trouver une solution. Et ça ne rentre pas dans l'agenda international, par exemple. Parce que djihadistes, terroristes, il faut combattre, il faut les tuer. Et bon, donc ça pose un problème, par exemple, pour les Maliens. Est-ce qu'on va tuer, je ne sais pas, 10 000 personnes qui sont Maliens, même s'ils sont djihadistes? Bon, donc ça a bloqué vraiment les choses. Et ce qui fait que, pour les armées étrangères, c'est aussi très compliqué. Parce qu'au pays d'Ogon, par exemple, parfois, ceux qui attaquent, tu vas trouver que, bon, même s'il a le drapeau de
d'Al-Qaïda ou le drapeau de l'État islamique. C'est quand même le voisin du village ou de l'autre village pas très lointain. Est-ce que l'armée française peut intervenir pour aller bombarder un village au profit d'un autre? Est-ce que l'armée malienne peut le faire? Est-ce que, en fait, donc ce qui fait que, à cause des questions locales qu'on n'a pas voulu voir et qu'on n'a pas résolues, en fait, la réponse militaire est restée incapable, c'est-à-dire qu'elle est incapable d'agir. Même si parfois on voit, bon, un village va être attaqué, ça arrive beaucoup de fois. Des villages sont menacés d'attaque, ils appellent ou la force internationale de l'ONU qui est basée à Sévaré, ou les forces armées maliennes à Bandiagara ou à Sévaré. Ils ne viennent que le lendemain, quand le village est déjà détruit. Donc, en fait, dans ces cas-là, la réponse militaire, elle ne peut pas apporter une réponse durable. Peut-être que, bon, on peut cibler des gens, ils sont en train de bouger, bon, puisqu'ils ont le drapeau, ou ils ont, comment on appelle ça, ils sont habillés, ou je sais pas. En fait, ça, c'est des éléments qui, aujourd'hui, qui démontrent qu'après 8 ans, après 8 ans de présence internationale au Mali, pratiquement 20 000 hommes avec bagages présents sur le territoire malien. En 2012, lorsque les premières forces intervenaient, c'était au nord. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, bon, tous les pays, jusqu'aux frontières avec le Sénégal, et un peu avec la Mauritanie. Les routes sont presque devenues quasi toutes impraticables. C'est-à-dire que 70% à 80% des routes au Mali aujourd'hui ne sont pas praticables parce que un peu partout où il y a des gens qui sont cachés et qu'on peut toujours retrouver avec les drapeaux d'Al-Qaïda, par exemple, ou de l'État islamique. Donc, oui, la réponse militaire, elle est assez... Aujourd'hui, elle est assez problématique. Ouais. Donc, la réponse militaire a un bilan mitigé, Oui. mais finalement, quelle perspective pour cette lutte contre le djihadisme au Mali? Comme perspective, peut-être qu'il faut sortir du lexique djihadiste. Peut-être qu'il faut donner la possibilité aux gens de venir exprimer vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Parce que aussi longtemps qu'on va continuer à traiter certains de djihadistes, il n'y aura jamais la possibilité de changer. Aussi longtemps que celui-là, il se présente comme djihadiste, il y aura toujours une réaction, que ce soit des armées ou une réaction locale pour les groupes d'autodéfense. Parce que, par exemple, la légitimité des groupes d'autodéfense se base sur le fait de pouvoir pourvoir aux villageois une protection. Et puisque le djihadisme n'est pas là pour quelques jours, ça veut dire que les mouvements d'autodéfense aussi s'inscrivent en quelque sorte dans une lutte longue. Et donc, ce qui veut dire que l'une des possibilités, en tout cas à mon avis, c'est qu'il faut ramener les gens autour de la table, sortir de la qualification djihadiste, milicien et tout ça, et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on veut changer. Et je pense que en cela, il y a une possibilité. Maintenant, on revient toujours à la question de l'État dans ce cas-là. Si cela est possible, il faut des garanties. C'est-à-dire que pour que deux groupes armés puissent s'asseoir au même endroit et discuter, il faut une tierce personne qui organise cet échange-là. L'État, dans sa situation actuelle, est-il en mesure d'organiser ce débat? Pour le moment, ce n'est pas vraiment... Bon, c'est pas très sûr. Et tant qu'on n'a pas réussi à faire cet échange dans lequel chacun exprime ce qui ne marche pas pour lui et qu'est-ce qu'il désire pour l'État, parce qu'à la fin, par exemple, les miliciens, ce qu'ils demandent, c'est le retour de l'armée, c'est le retour de... C'est-à-dire qu'il dit, bon, le milicien, il te dit, je me bats parce que l'armée ne fait pas ce qu'elle doit faire. Et donc, puisque on ne peut pas renoncer à nos villages, on ne peut pas laisser nos parents mourir, il faut quand même quelque chose pour les défendre. Bon, même l'incapacité de l'État, par exemple, à désarmer les milices, vont dans ce sens-là. Du moment où tu les désarmes, il y a des situations où on a désarmé, où on a démantelé des bases. Le lendemain, les djihadistes sont allés détruire les villages qui sont voisins, qui étaient protégés par ces... Donc,
Après, est-ce que l'État va encore aller désarmer un autre groupe? Mais je pense que la possibilité d'échange qui essaye en tout cas, même pour un moment, de mettre de côté en fait, les catégorisations en termes de djihadistes ou en termes de représentants de l'État islamique au Grand Sahara ou je ne sais pas, reste un problème à mon avis. Donc, l'État malien a besoin de réconciliation de sa population. Oui, je dirais comme ça. Voilà qui est bien dit. Alors, Ibrahima Boudjougou, merci d'avoir participé à cet entretien de la chaire Yves Ultramar. C'est avec plaisir que vous serez invité à nouveau pour partager le fruit de vos recherches. Merci beaucoup. Merci à vous.